Pas facile la thématique du jour, mais à mon sens extrêmement intéressante. Les traumas dans la reconquête amoureuse. Quelles sont leurs places? Est-ce qu'il faut les respecter et les affronter armes en main? Est-ce qu'on veut totalement les ignorer jusqu'à en renier la présence? Ou est-ce qu'on doit se situer sur cette échelle? C'est le débat du jour et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et la réflexion justement de la semaine va s'apparenter à un débat assez lourd puisqu'on va parler des traumas. On va parler de ces fantômes dans nos placards, de ces bagages avec lesquels on arrive dans une relation amoureuse et puis qui ont tendance à s'ouvrir et j'ai envie de dire même à exploser au moment de la rupture amoureuse, parce que forcément quand on veut créer une reconquête amoureuse, on a tendance à s'intéresser au profil de la personne que j'ai face à moi et à me dire que certains de ces traumas doivent être traités de manière spécifique. Donc quelle est la place de ces problématiques que la personne a face à moi et que moi je peux avoir face à cette personne dans la conception globale de la reconquête amoureuse? C'est une grosse question, c'est une question très lourde, comme je vous le disais, qui va sans doute amener un débat. Je comptais aujourd'hui, à travers les deux parties prévues, vous apporter mon point de vue, mon idée, que vous pourrez complètement disqualifier, que vous pourrez discuter derrière. Après tout, c'est aussi pour ça que les informations sont disponibles. En tout cas, comme je vous le disais, deux idées que je mets en relief aujourd'hui. La première étant un questionnement, presque une objection que j'ai relativement souvent lors des discussions que je peux mener de manière quotidienne et à laquelle je voulais donc apporter une réponse. La question étant, mais finalement, est-ce que la légèreté, quelque part, le déplacement de focus, le sourire, ne serait pas une forme de manque de respect du trauma de la personne qu'on a face à nous, du ou des traumas, bien évidemment. Alors je comprends encore une fois cette idée que le trauma en lui-même est finalement la conséquence d'expériences négatives qui nous ont suivis tout au long de notre construction, de notre évolution. Il y a beaucoup d'études, qu'elles soient scientifiques ou psychologiques, sur ce genre de choses, sur la tendance qu'on a à cicatriser et l'impact des conflits, des problématiques qu'on a pu avoir pendant notre enfance notamment sur nos réactions à l'âge adulte, notre façon de gérer nos émotions, de gérer les conflits et finalement nos traits de personnalité. Bon, il s'avère que scientifiquement, il y a une partie de ces idées-là qui est discréditée par le fait que la plupart de nos réactions, en tout cas nos traits de caractère, sont beaucoup plus génétiques que décidés par les conflits qu'on a pu mener. Mais laissant ça de côté, on va s'intéresser quand même à cette idée psychologique et au lien avec la reconquête amoureuse. On a donc face à nous une entité qui est unique puisqu'elle est façonnée dans un environnement qui lui est propre, avec des interactions qui lui sont propres et des actions qu'ont pu mener face à cette personne et qui ont été intériorisées de manière là aussi spécifique. Donc on est bien d'accord, on n'a pas un espèce de pantin qui va toujours réagir de la même manière et à qui il faut proposer une stratégie toute faite. Certes, maintenant, malgré tout ça, il faut se poser la question de l'impact de cette spécificité et surtout de l'impact de l'idée globale de la reconquête amoureuse sur donc cette personne. On peut avoir face à nous une dépression, on peut avoir, je sais pas, un besoin absolu de réassurance, on peut avoir les traumas évidemment, là aussi dépendant, étant excessivement personnels. L'idée, c'est qu'il y a quand même de très fortes chances que ces problématiques entre guillemets comportementales, ces faiblesses que parfois on qualifie d'anomalies, en tout cas c'est pas forcément comme ça qu'on s'attendait à ce que la personne réagisse dans les situations qui nous ont été proposées.
il y a quand même des chances qu'elles aient finalement un impact déjà sur la rupture amoureuse. C'est sans doute soit une base sur laquelle les choses se sont amassées, soit carrément directement les causes de cette dernière. Donc on est dans une logique, on est dans le noyau dur de quelque chose qui a amené une incompréhension parce qu'on n'a pas forcément les mêmes traumas que la personne face à nous, on n'a pas su exprimer, je sais pas, notre amour, on n'a pas su être le soutien, on n'a pas... Bref, hein, on voit l'idée, il y a eu à un moment un problème de communication, un problème d'entente, un problème d'apport, tout ce que vous voulez. De toute façon, encore une fois, hein, chaque relation est excessivement particulière. Le souci, quel est-il? Si on essaye d'être le plus concret possible, c'est qu'au moment de la rupture amoureuse, de manière très concrète et de manière totalement matérielle, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, on perd toute légitimité à être le sauveur, à être la personne qui vient apporter une réponse à ce trauma. Pourquoi? Parce que pendant la relation, on n'a pas su l'être, ou alors on a su l'être à un moment et on a arrêté de l'être, ou je ne sais pas, et puis c'est pas forcément lié à nos capacités et à notre volonté, ça peut aussi être lié au renfermement de la personne qu'on a face à nous, à son manque de capacité communicationnelle pour nous expliquer ce trauma, ça peut être une difficulté à le déceler parce qu'il était plus rampant qu'évident. Bref, encore une fois, là je suis pas en train d'essayer de pointer du doigt et de voir qui a merdé, hein. L'idée, elle est pas là. Mais l'idée globale par contre, elle réside dans le fait qu'au moment de la rupture, on nous retire cette légitimité à être l'épaule, à être l'oreille, à être le conseilleur, à être la personne qui comprend, la personne qui apporte des solutions, hein. Et puis en plus, il ne faut pas se leurrer. Au moment de la rupture, on a notre propre douleur à porter, un nouveau trauma qui se crée. Donc nous aussi, on va vouloir réguler celui-là. Donc ça va donner quoi? Ça va donner de longues discussions où on va expliquer à l'autre et puis à soi les causes de la rupture à travers les traumas qui donc n'ont pas été décelés ou ont explosé ou que sais-je, et on va être dans un espèce de débat qui finalement risque d'abord de tourner au conflit et qui n'amène pas de résolution, hein. L'explication et la résolution sont deux choses extrêmement différentes, et comme on n'est pas des médecins ambulants, des psychologues ambulants ou des psychiatres ambulants, il y a quand même de fortes chances que dans ces grandes discussions, dans ces thématiques extrêmement lourdes, la culpabilité soit décuplée et que là aussi on crée des incompréhensions, des défaillances communicationnelles qui vont laisser des cicatrices encore pires que si on n'avait pas cherché à creuser ces problématiques qui sont pourtant importantes et intéressantes. Alors l'idée que je me suis lancé, en tout cas un des défis que je me lance depuis des années, c'est de me dire que la rupture amoureuse étant un traumatisme en elle-même, donc on est vraiment dans cette thématique là, on y rajoute les traumas personnels. Mais si on a tout cet amas de choses négatives face à nous, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui va apporter le plus de positivité? Parce qu'on est quand même d'accord que l'amour est un sentiment positif et qu'il vaut mieux créer chez la personne qu'on a face à nous et qui a une image arrêtée, hein, une image d'un manquement, une image d'une incapacité à, bref, quelque chose qui ne fonctionne plus, d'une potentielle incompatibilité, même si vous savez qu'elle est à remettre en cause. En tout cas, personnellement, moi je trouve qu'elle est extrêmement discutable. L'être humain étant un être d'adaptabilité, hein, c'est un peu ça, l'intelligence et l'évolution, les deux couplés l'une à l'autre, normalement, ça nous permet de nous entendre avec pratiquement n'importe qui. Parce que la personne peut évoluer, parce que nous, on peut évoluer, parce qu'on peut trouver des terrains de communication. Bref, cette idée est présente. On a ce sac de nœuds difficile, complexe, violent, culpabilisant, etc., etc. Une image arrêtée de nous, hein, finalement, face à la personne qui part, qui laisse penser qu'on n'est pas la personne qui peut résoudre tout ça. On n'a plus la légitimité non plus. Partant de cette situation-là, on a deux choix finalement. On a soit le débat, la continuation de l'argumentation, le fait d'appuyer sur ces boutons-là, ou on a effectivement cette idée de créer quelque chose de plus simple, de créer quelque chose de plus agréable, de créer quelque chose où on respecte la présence de ces problématiques-là, mais on n'en fait pas le point de focus pour une raison très très simple, c'est qu'en laissant ce sac de nœuds de côté, on laisse aussi la réalité de ce que pense l'autre, c'est-à-dire qu'il y a ce problème communicationnel, il y a cette incapacité de compréhension et potentiellement cette
cette incapacité à s'entendre, cette incapacité à se voir pour qui on est. Finalement, avec la renaissance ou la remise en relief de la connivence, de la simplicité, on est en train de créer une énergie qui devient largement plus positive que les dernières choses qu'on a vécues et que les conséquences de l'explosion directe de ces traumas. Donc à mon sens, non, bien évidemment, la légèreté n'est absolument pas un manque de respect des traumas en présence, des forces en présence, de la personnalité que j'ai face à moi, mais bien la recherche de quelque chose qu'on a bien souvent laissé de côté, oublié au cours de notre relation, notamment dans les derniers temps. Tout ça, ça m'amène sur ma deuxième partie, qui est l'idée que finalement, on a une solution qui s'impose un petit peu d'elle-même. Ce qu'on veut mettre réaliser finalement, c'est qu'à partir du moment où il y a une rupture amoureuse, la rupture amoureuse étant un conflit, sans dire qu'on devient l'ennemi, on devient quand même un petit peu l'autre camp, si vous voulez. Et on sait qu'à partir de là, toute notre communication va être analysée. Alors pas analysée assis avec le bureau, sur une chaise devant un bureau avec la petite lampe verte là et des encyclopédies de partout à faire des recherches, pas ce type d'analyse. Mais malgré tout, ce qui va sortir de votre bouche va être entendu et réfléchi sous l'angle du... Attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative de rapprochement, de manipulation, etc., etc., etc. À partir de là, un focus sur les fameux traumas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit pris pour une surempathie un peu mal placée, parce que par quoi est-elle motivée? Est-ce que c'est vraiment une compréhension de ce qui m'arrive et de comment ça se traduit? Ou est-ce que tu as quelque chose à gagner, mon coco, ma cocotte, hein? Vraie question. Et puis on sait que la réponse est ouais, j'ai peut-être un peu quelque chose à gagner, ouais, j'aurais peut-être pu y réfléchir avant, ou j'y ai... Bref, hein, on voit cette logique où on peut vous pointer du doigt. Alors je dis pas que forcément, parce que vous avez quelque chose à gagner, vous le faites uniquement pour gagner ce rapprochement, le fait de vous intéresser à la psychologie de la personne que vous avez face à vous et de véritablement vouloir l'aider. Je dis, comme je le disais dans la première partie, qu'on en a un petit peu perdu la légitimité. Si ça, on le laisse de côté, il nous reste les traditionnelles réactions communicationnelles au moment d'une rupture amoureuse, notamment le silence. Je ne sais pas quoi dire, je me tais, hein, disait papy, disait mamie, ils avaient peut-être pas complètement tort. Le souci du silence, surtout à terme, ce qu'on appelle le silence radio, hein, c'est que finalement, là aussi, c'est un symptôme, une traduction directe d'une volonté conflictuelle. Hein. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un envers qui vous avez une mauvaise image et avec qui vous avez une dispute? Si vous ne contactez pas cette personne, il ou elle ne va pas penser que vous l'adorez, que tout va très très bien et que tout va se rétablir par soi-même. Hein. On va se dire, bon, il me fait la tronche et après j'avise, hein, clairement. Donc le conflit, c'est bien, le silence, pardon, c'est bien un symptôme du conflit. Derrière ça, on va avoir, comme on ne sait pas trop de quoi parler, les communications un peu organisationnelles. Hein. Tiens, il faudrait que tu me rendes mes clés, et au fait, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, et puis une bise de Saint-Tropez. Enfin voilà, ça va être très chiant, hein, ça va être les prises de nouvelles et des banalités absolues qui ne feront pas évoluer l'énergie présente entre les deux individus, qui n'apportent rien et qui ne donnent pas forcément plus envie que ça de vous répondre et de revenir vers vous. Sauf par nécessité absolue, parce qu'il faut le contrat EDF pour mon nouvel appart. Enfin voilà, ce genre de truc qui, franchement, hein, c'est pas terrible. Donc ça aussi, on laisse de côté et on se pose la question, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste qui puisse effectivement apporter quelque chose qui ressemble à un pas en avant, qui puisse casser un peu cette image que malheureusement on a de catalyseur des traumas, parce que si au cours de la rupture amoureuse ces traumas sont revenus, ou si même au cours de la relation amoureuse ces traumas se sont exprimés, c'est peut-être que face à moi j'ai une personne qui, par mégarde ou par volonté, appuie sur les mauvais boutons. Donc forcément, quand je suis tout seul dans mon coin, si ces traumas ne s'expriment pas ou s'expriment moins, ou que je ne vois pas qu'ils s'expriment parce que je ne prends pas le temps de véritablement analyser ma condition et ma situation, je vais considérer que le catalyseur, c'est vous, hein, clairement. Donc, comprenons tout ça. Elle est où la solution pour laisser ça de côté et partir sur un chemin de traverse qui effectivement peut améliorer l'état de la relation, la communication et l'image qu'on a?
bah, je pense qu'on arrive tous au même point, hein. Effectivement, tout à coup, le déplacement de focus, tout à coup, l'énergie, tout à coup, le sourire, tout à coup, la légèreté, on ne peut plus le considérer, en tout cas, j'estime personnellement, je vous le disais, hein, c'est un débat, je peux avoir tort, mais moi, j'estime qu'avec le raisonnement mené là, on ne peut plus considérer la légèreté comme un manque de respect, un manque de reconnaissance du traumatisme qu'on a face à nous. Il y a une situation très simple, très claire à prendre, un exemple que j'ai déjà pris des centaines de fois, mais que je trouve très parlant. Vous avez quelqu'un, un ami par exemple, à qui on trouve une maladie extrêmement grave. Voilà, quelque chose qui malheureusement va l'amener à terminer sa vie beaucoup trop rapidement. Vous êtes proche de cette personne. Quand vous allez le voir à l'hôpital, quand vous allez le voir, peut-être qu'il en est sorti, mais complètement affaibli, quand vous voyez son état diminuer, et qu'est-ce que vous apportez comme nouvelle? Qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être la personne qui tous les jours va lui parler des symptômes, va lui parler de la réduction de ses capacités motrices, intellectuelles ou je ne sais quoi. Vous voulez être cette personne qui ne parle que du sujet qui lui fait mal? Ou vous allez venir et essayer de parler d'autre chose, essayer d'apporter quelque chose d'autre, essayer de la faire sortir si c'est possible, essayer de lui apporter ces petits moments de bonheur avant qu'il parte. Alors oui, je sais que l'image est très violente, très dure, c'est pour ça que je marche un peu sur des œufs, j'essaye de mâcher mes mots, mais l'idée, intellectuellement, l'idée est exactement la même. On a face à nous quelqu'un qui, effectivement, a des traumas, ou nous avons des traumas. Est-ce que le fait de parler des triggers, est-ce que le fait de parler à la personne qui potentiellement les a triggers, de tout cela, soi-disant dans l'idée d'en réduire l'impact, est-ce que ça, fondamentalement, ça fait avancer les choses, ou est-ce que ça risque juste de les stabiliser dans la négativité? Très clairement, moi, je vois la légèreté, le sourire et le déplacement de focus comme non seulement une échappatoire, mais ouais, une forme de respect et qui peut permettre une forme d'avancée où la personne va s'apercevoir que justement le trauma, c'est pas la seule chose qui nous lie. Même après avoir vécu un conflit qui est plus qu'un trauma, j'ai envie de dire là c'est un véritable traumatisme. La rupture amoureuse est véritablement l'une des plus grandes cicatrices qu'on puisse avoir sur notre corps, et dans notre esprit d'ailleurs, peut-être même plus dans notre esprit. Mais l'idée est véritablement là. Donc le poids des traumas, bien évidemment qu'il est présent, bien évidemment qu'il va y avoir une adaptation dans notre communication qui va être très personnelle et très personnalisée du coup dans ce qu'on va proposer. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on reconnaît le poids de quelque chose qu'on est obligé d'avoir un focus en permanence sur cette chose-là. Ce que je dis et répète souvent, c'est que c'est pas parce qu'il y a un éléphant dans le couloir qu'on n'a pas le droit de parler du parquet, du luminaire ou du crépi qu'il y a sur les murs. Et cette tendance-là, ouais, elle a tendance à peut-être moins effrayer l'éléphant. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez que les likes aident énormément au référencement. Donc, si le contenu vous apporte quelque chose, vous n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochains contenus qui sortent et rejoindre la chaîne et pouvoir enfin voir toutes ces vidéos qui sortent tous les jours dont les contenus sont modifiés selon les questions que les membres me posent directement. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question du jour. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Moi, je vous abandonne là et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!